Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Homme de conviction, notre invité du jour s'investit pleinement dans tous ses projets, que ce soit en politique, lorsqu'il défendait les intérêts des salariés de la SBM, ou aujourd'hui dans le sport, où il fait briller le basket féminin en principauté. Bonjour Eric Elena. Bonjour Geneviève. Moi je dis, alors c'est avec une grande satisfaction que je dis le basket féminin, parce que évidemment c'est un secret pour personne. Pendant 7 ans, voire 8, j'ai accompagné la progression de la Roca Team, mais le basket féminin, forcément que ça me touche un peu plus particulièrement, parce que d'abord j'y ai joué, ça c'est sûr, mais je trouve qu'on a vraiment besoin aujourd'hui de faire une place au sport féminin en général. Et vous êtes nombreux, comme toi, à le défendre. Là, tu parles vraiment à un convaincu. Je pense qu'aujourd'hui, le sport monégasque mérite d'avoir une équipe professionnelle féminine. Déjà parce qu'on parle de parité, d'équité, tout ça. Et aujourd'hui, il faut arrêter les paroles, il faut des actes. Je veux dire. Je suis d'accord. Donc nous, on se bat. Bon, on est un petit club, hein, je veux dire, on a 14 ans. Hein. Ton club, donc, c'est le Monaco Basket Association. Ouais, ce qu'on appelle le MBA. Ouais. Hein, et c'est vrai que ça fait 14 ans, mais on a déjà pas mal, on commence à avoir un beau palmarès, 2 Coupes de France, un titre de champion de France de N2, et puis des souvenirs et des moments fabuleux. Puis vous faites ça en famille, parce que je crois que ton épouse est là, ton fils est là, enfin il y a quand même le noyau dur du MBA, c'est le même depuis 14 ans. Hein. Oui, mon fils faisait partie aussi des fondateurs, et on a cette équipe de fondateurs où on était 13, maintenant on est encore 7 ou 8, et voilà, on est passionnés, mais on vit tellement de belles choses, et puis voilà, on se bat, et alors il n'y a pas eu que des réussites, hein, je veux dire, on a aussi des fois, l'année dernière, la descente, elle a été dure l'année dernière, digérer. Alors pour ceux qui ne suivent pas, l'année dernière, vous montez en Ligue 2, enfin, qui est l'équivalent de la 2e division. Exactement. Donc pas la première division, mais juste celle en dessous. Donc c'est le premier stade du professionnalisme, vraiment. Ça démarre assez bien. Et puis ça démarre même très très bien, parce qu'à Noël, on est 3e du championnat. On est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France, de la grande, celle qui est des pros. Celle qui finit à Paris. Celle qui, après l'autre aussi finit à Paris, mais voilà, c'est celle. Elle finit à Paris en 2e partie de soirée, pas en après-midi, quoi. Exactement. Et puis bon, juste avant Noël, on perd notre capitaine sur une blessure. Et on a eu, en janvier et février, 3 des 4 meilleures joueuses qui se sont blessées, qui n'ont pas pu rejouer. Et c'est sûr qu'on n'avait pas l'effectif qu'il fallait pour pouvoir rivaliser. Mais on y a cru, parce qu'on était en février, on était encore 4e, donc on s'est dit, bon, on est encore loin. Puis en réalité, on perd les 6 derniers matchs, il y a eu des résultats qui malheureusement n'ont pas été dans notre sens. Et à la fin, on descend en ayant gagné 10 matchs sur 22, je veux dire. Donc c'est jamais vu, je veux dire. C'est impitoyable, hein, ce niveau-là, ça devient vite impitoyable. Hein. On paye cash, de suite. Et tu disais, on a galéré à cause des blessures. C'est compliqué quand on arrive à ce niveau de performance, de conserver un effectif en bonne santé. Alors, oui, c'est vrai que ça s'entraîne, là c'est des pros, hein, je dirais, ça s'entraîne entre 7 et 9 fois par semaine, match compris. Et c'est vrai que l'Annonciade, même si c'est notre chaudron, un peu comme j'ai dit, que j'adore, mais on joue sur le revêtement est pas bon. Très dur, très dur. Donc les organismes souffrent énormément. Et d'ailleurs, c'est les croisés, c'est mal au dos. C'est des blessures d'articulation. Exactement, qui s'enflammaient. Et ça, c'est pour ça que j'espère l'année prochaine avoir une salle avec un parquet. L'équation de Monaco sur trouver de la place pour tout le monde, elle est compliquée. Alors, et là, je te rejoins. Pourquoi les filles et pas les hommes, et pourquoi les hommes et pas les filles? Enfin, voilà, à un moment donné, tout le monde doit avoir un traitement, quoi. Après, je pense que ça aurait été difficile quand même de partager avec le Roca Team. Je veux dire, c'est quand même... L'Euroleague, c'est... Enfin, là, on est à domicile, on est à 34 matchs dans l'année, sans les playoffs. Bien sûr. 17 plus 17, plus la Coupe de France, plus éventuellement, donc on a dit les playoffs du championnat de France et le playoff de l'Euroleague. Donc ça fait à peu près 40 dates qui sont fermées, quoi. Tout à fait.
Mais 40 dates fermées avec les jours précédents, puisque les équipes, les opposants s'entraînent dans la salle aussi. Enfin, donc, ça veut dire que c'est pas un jour, 2 heures. C'est au moins 3-4 jours à chaque fois. Puis même, il y a des équipes qui partent pour 2-3 matchs à l'extérieur, qui restent ici, s'entraînent le lendemain. C'est très dur à mettre en place. Mais après, Monaco allait faire les efforts, je pense, pour nous donner les moyens de... Voilà, on joue à l'Annonciade, comme je dis, c'est une salle qui est pas top, mais qui est vraiment notre salle. C'est là où on s'est construit. Hein. Pourquoi on ne ferait pas un parquet à l'Annonciade alors ? J'y avais pensé, mais là, ils vont la casser, donc c'était un peu d'argent jeté par la fenêtre. Mais il va y en avoir une toute neuve. Oui, il va y avoir une dans le nouveau collège. Dans le nouveau collège. Voilà, et puis j'espère qu'on arrive à faire un peu de place. Après, moi, je reste convaincu que la solution, et quand j'étais au Conseil national, je le défendais déjà, c'est de sortir un peu de Monaco. Je veux dire, nous, s'ils nous font une salle sur la moyenne, ça nous va très bien. Hein, je veux dire. Et voilà. Alors, il y a une époque où ils réfléchissaient au Devins aussi. Oui, il y a le Devins. Maintenant, au Devins, il y a le rugby qui s'est installé, ça sera compliqué. Hein. Mais il y a peut-être d'autres endroits où on peut imaginer. Là, il y avait le Moneghetti aussi, il y a un projet. Oui, il y a un projet au Moneghetti, mais ça prend du temps. Ouais, ça prend du temps. Le Moneghetti, c'est un quartier difficile de toute façon. C'est imbriqué dans des habitations. Il y a l'église du Sacré-Cœur. Enfin, c'est compliqué, on ne peut pas... Voilà, parce que ce qu'il faut penser, c'est que les équipes, elles arrivent en bus. Je veux dire, au Moneghetti, pour arriver en bus, c'est pas simple, hein, je veux dire, il faut vraiment prévoir. Mais bon, après, avec la bonne volonté et le travail, je pense qu'on peut trouver des solutions. Et puis, voilà, on n'est pas un club où on arrive, on dit voilà, on est Monaco, on reprend un défi, on veut tout. Je veux dire, non, on est là pour trouver une solution qui arrange tout le monde. Voilà. Mais je fais confiance au gouvernement et surtout au Conseil national pour mettre la pression, pour qu'on se sorte un peu de cette situation. Tu parles des filles. Arrêtons-nous 2 minutes sur ces filles, justement. Parce que la particularité du MBA, c'est que autant tu fais venir des filles d'ailleurs pour l'équipe première, autant tu formes des petites, des jeunes. Enfin, d'ailleurs, au match de l'équipe première, il y a des gamines qui sont au MBA et qui démarrent le basket. Enfin, c'est vraiment un club qui monte échelle après échelle, quoi. Alors, cette année, on a même été encore plus loin. Cette année, on prend à partir de 3 ans, 3 ans et demi. Ce qui est quand même... alors, c'est des bébés. C'est tôt, hein. C'est tôt, mais c'est pour leur donner c'est de la garderie améliorée où on travaille, on joue avec un ballon. C'est pour leur donner... C'est pas le même ballon, d'ailleurs. Non, c'est des ballons en mousse. Non, sinon... Mais voilà, et puis, on a ouvert, là, depuis le 1er janvier, un créneau pour les mamans, parce que les mamans se prennent au jeu. Et on a dit, on tente, on verra bien au bout d'1 mois ou 2. Là, ils sont entre 15 et 20 à chaque entraînement. Voilà, je pense qu'il y a vraiment un engouement pour ce sport féminin, pour ce basket féminin. Et voilà, et puis moi je suis un président heureux en tout cas, quand je vois ce club avancer comme ça, on peut être heureux, je veux dire. Oui, et puis sans dire que le sport féminin c'est un peu dans l'air du temps aujourd'hui, parce qu'on n'est pas arrivé encore au moment où il y a une vraie parité, notamment au niveau des salaires, des revenus marketing, des ligues, etc. C'est d'ailleurs le problème numéro 1, hein. C'est que pour un club comme le tien, les revenus marketing en participant à une ligue, ils sont extrêmement faibles. Donc, il ne faut pas dire nul. Donc, il y en a tout simplement pas. Voilà, donc, évidemment, la difficulté, c'est certainement de maintenir un niveau financier possible, c'est ça ? C'est ça. En réalité, c'est qu'il faut surtout faire comprendre aux partenaires qu'on est dans une période où on grandit, de développement. Et si... ils sont pas là, on pourra pas se développer. Et il faut qu'ils soient patients. Voilà. C'est pas évident. Quand tu dis il faut qu'ils soient patients, ça veut dire qu'il va y avoir des investissements neutres. Enfin, neutres. Des investissements sans retour. Exactement. Mais voilà, ça peut se comprendre. Je veux dire, on se dit, voilà, on est là pour la bonne cause. Alors après, les montants entre les garçons et les filles sont complètement différents. Je veux dire, bien sûr. On va pas parler de budget parce que sinon on va rentrer dans des chiffres et ça va devenir, c'est pas vraiment le but. Mais voilà, c'est très très raisonnable, je veux dire, très très raisonnable. Et je pense qu'aujourd'hui, Monaco ça serait bien qu'il y ait du moins cet élan pour nous faire remonter en Ligue 2 et en Ligue. Parce que ça serait bien qu'un jour, on fasse venir l'Asvel, Bourges. Je veux dire, moi, quand on est allé en quart de finale de Coupe de France, on a prié pour qu'on prenne l'Asvel. Parce que faire venir Johannes à l'Annonciade, ça aurait été exceptionnel, je veux dire. Voilà, c'est vrai que c'est des filles... tu parles de Marine Johannes, pour ceux qui ne savent pas, qui est une internationale. Enfin, internationale, ça dépend des moments. Mais en tout cas, c'est une fille qui est
qui joue en WNBA, c'est-à-dire la ligue féminine de la NBA aux États-Unis notamment, qui est un grand talent du basket français féminin, comme il y en a d'autres. Est-ce que c'est... comment tu arrives au basket féminin, toi? Parce qu'au départ, t'as pas de fille en plus. Ah, moi, j'ai 2 garçons. Bon, un qui a joué au basket pour me faire plaisir pendant 1 an, mais après... Parce que toi, tu as joué au basket, hein? Non. Non. Moi, j'ai joué au foot. C'est-à-dire, j'avais à l'époque, mon coach, c'était quelqu'un que tu connais bien, c'était Gérard Banide. Ah oui. Et voilà, moi, je suis venu au basket tout simplement parce que mon fils voulait faire du sport. Moi, je voulais que ça soit un sport collectif. Et à 5 ans, il y avait que le basket, donc il y est allé. Et le jour où il a touché cette balle orange, il n'a plus lâché. Voilà. Ouais. Et donc j'ai fait comme tout parent, j'allais les accompagner. Bon, moi je travaillais le week-end, donc je n'étais pas vraiment souvent là. Et puis un jour j'ai dit, ça râlait parce qu'ils n'étaient pas contents de certaines choses. J'ai dit, peut-être au lieu de râler, il faut peut-être aller les aider, les dirigeants, parce que c'est des bénévoles. Et je suis rentré comme ça à l'ASM. Et puis voilà, j'ai apporté ma contribution à mon petit niveau, hein, je veux dire. Ouais. Et voilà. Puis après un jour, on a eu une divergence d'opinion. Et c'est vrai que moi, je pense que le sport, et surtout le sport collectif, il faut que ça soit une vision vraiment beaucoup plus grande. Il faut aller au-delà qu'une équipe. C'est un club qu'on gère. Et puis bon, on ne s'est pas entendu. Et c'est comme ça qu'on est parti. Et on a créé... Vous avez fait Sédition. Ouais. Et on a eu... Alors, c'est une monégasque qui m'a dit, pourquoi on ne fait pas notre club ? Et puis elle me dit, c'est une lettre. Au pire, dans 1 mois, on a une réponse négative. Et malheureusement, 1 mois après, alors je dis malheureusement parce que c'est vrai que les ennuis ont commencé, mais 1 mois après, on avait une réponse positive et tout a commencé, je veux dire, avec les galères. Première année, moi, j'oublie pas qu'on a joué pendant 1 an sans avoir de salle. On a fait tous les matchs à l'extérieur parce qu'on n'avait pas de place. Certains ne croyaient pas en nous, donc nous ont pas donné. Et malgré ça, on s'était inscrit, alors pour dire, on s'est inscrit à la Coupe de France. Et on a passé 7 tours de Coupe de France. Et on a perdu en 16e de finale. À l'époque, on était le plus petit club. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le basket, c'est qu'on a un handicap. Et donc, c'est 7 points par... et en 16e de finale, on prend un club qui était l'Aveyron, qui était en Ligue 2. Qu'on a retrouvé d'ailleurs depuis. Hein. Ouais, qu'on a retrouvé. Et on est parti avec 35 points d'avance. Bon, après, ça n'a pas duré longtemps. Hein. Début de 2e quart-temps, ils nous sont passés devant. Et c'est là où on s'est rendu compte que c'était extraordinaire. Moi, j'ai été invité à Paris par le président de l'Aveyron pour aller voir la finale, parce qu'ils sont arrivés en finale. Et elles l'ont gagné d'ailleurs cette année-là. Et puis je me suis dit, mais il faut qu'un jour on monte là-haut. Aller à Bercy pour le week-end tout Coupe de France, on en prend plein les yeux. Et en 2017, on y est monté. Et puis voilà, comme m'a dit, ça me restera gravé à vie. Ma secrétaire, qui est là depuis le début, elle m'a dit, tu te rends compte, on s'entraînait sur un parking et 7 ans après, on joue dans une salle de 16 000 places. Ouais, c'est vrai, il faut mesurer le chemin parcouru. Quoi. Ah ouais, c'était exceptionnel. Donc tu arrives parce que ton fils veut faire du basket, ou en tout cas il en fait. Tu restes dans le basket. À quel moment tu te sens l'âme d'un président? Parce que président d'un club, tu disais les ennuis ont commencé. Enfin, je pense qu'un président d'un club, c'est presque un job à plein temps qui n'est pas payé en plus. Hein, donc, c'est un job à plein temps qui n'est pas payé, où moi je mets un peu de mon argent perso aussi. Voilà, après je pense qu'il fallait travailler, il fallait que quelqu'un prenne comme j'étais plus ancien, en réalité, ils m'ont dit, le président, c'est toi. Voilà. Voilà, et du coup, je me suis mis à bosser, travailler. Bon, tout le monde a travaillé. Hein. Ouais. Et puis, c'est monté. Je dirais, aujourd'hui, oui, c'est un job à plein temps. Alors, en parlant de job, c'est que là, ça fait quelque temps que tu as arrêté ton job, mais des 14 ans d'histoire de MBA, il y a quand même pendant au moins 10 ans, un autre job qui fait partie de ta vie. C'est-à-dire que toi, tu as été croupier de formation. Moi, j'ai eu la chance de rentrer dans cette belle société que la SBM. Alors, je suis rentré vraiment au bas de l'échelle. J'étais nettoyeur de salon. Hein. Et puis, un jour, j'ai eu la chance de rentrer dans les jeux. Et c'est vrai que j'ai toujours aimé le jeu, mais ça a été la révélation, je veux dire. Et l'envie d'aller. J'ai eu la chance d'être formé par des anciens employés de jeu qui m'ont donné cette passion, cette envie d'aller chercher toujours plus loin. Et très rapidement, je m'étais fixé un rêve, c'était de m'occuper de la formation.
Et j'ai fini les dernières années directeur de la formation du casino. Et j'étais le plus heureux du monde. Hein. Je veux dire, moi, quand je dis toujours, apprendre, passer notre savoir, c'est très bien. Mais passer notre passion, c'est encore mieux. Ouais, c'est ça. Et je me suis éclaté. Je veux dire, les dernières années, c'était exceptionnel. Exceptionnel. Puis voir cette jeunesse, parce qu'on critique beaucoup, ces fois, on dit, ouais, les jeunes. Non. Moi, je peux vous dire qu'il y a de la qualité dans les jeunes et ils ont envie de se battre, ils ont envie on l'a vu au dernier championnat d'Europe, hein, je veux dire, on a deux Monégasques qui finissent 4e, 5e sur 60 participants. Voilà, ils sont là, et puis c'est une fierté de les avoir formés aussi. Bah oui, parce que toi, très vite, en tout cas, les 10 dernières années de carrière, tu les consacres à former, à transmettre. À transmettre, bien sûr. Mais il n'y a rien de plus beau, je pense. Hein. Sérieusement, moi, c'est quelque chose qui m'a fasciné, et puis... voilà, je pense qu'à l'époque, la formation était était rentrée dans une routine. Ouais. Et un jour, il y a le DRH de la SBM qui m'a dit, vous avez révolutionné la formation. Et j'ai dit, je vous remercie parce que je le prends comme un compliment. Et puis, il y avait une vision, puis je me suis entouré. Alors, c'était vraiment... De toute façon, quand on veut construire quelque chose, il faut s'entourer de personnes compétentes. Ouais, c'est ça. Et j'avais une équipe vraiment autour de moi fabuleuse. Et pareil, qui travaillait. Et il y en a, ils me disaient, oui, nous, dans les jeux, on a ce qu'on appelle le double, c'est-à-dire on fait l'après-midi et la nuit. Il y en a un jour, il m'a dit, mais Eric, il a créé le triple, il fait matin, midi, et l'après-midi et le soir. Parce que c'est ça qu'on ressent quand tu parles. Tu comptais pas tes heures en tant que président du MBA, mais tu comptais pas tes heures non plus en tant que formateur, enfin en tout cas croupier, chef de table, etc. Tu n'as jamais compté aucune heure, en fait. Hein. Ouais, mais c'est comme je dis, j'ai eu la chance de travailler et de faire ma passion. Le basket, c'est devenu ma passion, et c'est vrai que on regarde pas les heures, je veux dire. Quand on va travailler ou quand moi je pars voir un week-end, j'ai la banane, je veux dire, comme on dit, je suis heureux, je veux dire. Et ça, c'est fabuleux. Ton passage autour des tapis verts, parce que c'est quand même... croupier, c'est quand même un métier qui n'est pas partagé, ni partageable beaucoup, hein, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans le casino qu'on raconte pas, qu'on dit pas, parce que ça fait partie aussi de l'intimité, en tout cas de l'espace privé des joueurs. De ton passage autour des tapis verts, qu'est-ce que tu retiens vraiment ? C'est la chance déjà de travailler dans un casino qui est pour moi le plus beau au monde. Le casino Monte Carlo, c'est le plus beau au monde, je veux dire. Et puis surtout avoir une clientèle, voir des choses qu'on ne voit nulle part. Ouais. Monaco, c'est vraiment c'est la roulette européenne à l'époque. Ouais. Je veux dire, moi j'ai vu des parties qu'on ne voit pas à Vegas, on ne voit pas à Macao, on ne voit pas à Londres. Je veux dire, et ça, quand on est passionné, qu'on arrive à voir des parties de ce niveau-là, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Moi j'ai vu des clients perdre beaucoup d'argent et en partant remercier les employés de jeu par rapport à la qualité de leur travail. Ouais. Voilà. Et ce soir-là, il avait perdu beaucoup, il avait laissé aussi beaucoup de pourboires. Et j'avais fait remarquer à l'époque à M. Biamonti, qui était président, j'ai dit, pour qu'il laisse autant de pourboires, c'est qu'il a apprécié, il était content. Et ça, c'est énorme. Je veux dire, ça prouve la qualité qu'il y avait du service. Et voilà, après le jeu, vous gagnez ou vous perdez, ça, c'est la chance. Hein. Mais non, c'est sûr qu'on a vécu, moi j'ai vécu des moments exceptionnels. Qu'est-ce que tu penses à l'époque quand on ouvre une école de jeu pour femmes ? Moi je suis à fond pour l'égalité homme-femme, et voilà. Et je pense que c'est tout à fait. Et puis les femmes ont tout à fait leur place dans ce métier-là, je veux dire. Parce qu'à Vegas notamment, il y a beaucoup de croupiers femmes, hein, quand même. Hein. Oui. Et depuis beaucoup plus longtemps qu'à Monaco notamment. Après, je pense qu'il ne faut pas tout... Alors Vegas, c'est bien, mais Vegas, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont à plein temps, et c'est des contrats à durée déterminée. Ouais. Donc c'est vrai que... c'est pas très comparable. C'est pas très comparable. Maintenant, c'est à Monaco, je pense qu'on a les moyens d'adapter le rôle de la femme, parce que c'est vrai que c'est un métier qui est dur. Même moi, je veux dire, quand on arrive à 50 ans, c'est sûr que les nuits, 6h, 7h du matin, il faut quelques jours pour récupérer. Ouais. Et donc, puis c'est un métier où on ne sait pas. On sait quand on entre. Et on ne sait jamais quand on part. On ne sait jamais quand on part. Hein. Voilà. Tu peux partir très tôt.
Comme tu peux partir très tard. Alors, il y a 6 heures, c'est 6 heures. On peut aller plus 6 loin. heures, c'est minimum. C'est le minimum. Du moins, voilà, jusqu'à 6 heures, on peut rester ouvert. Après, il faut une autorisation du directeur jusqu'à 7 heures. Ouais. Et plus loin, il faut une autorisation de plus haut. Ouais. Et ça t'est arrivé de faire des transitions comme ça, de passer de la nuit au jour? Alors moi, je l'ai pas. Le jour où je suis rentré le plus tard, c'est 9 heures. 9 heures du matin, c'est vraiment exceptionnel. Et surtout, c'était pour quelqu'un qui était extraordinaire. C'est un Italien. Et après, il nous a même invités tous à manger ensemble. On a mangé un plat de spaghetti bolo. Hein. Ouais. Il n'y a rien d'exceptionnel, mais c'était vraiment, voilà, c'est inespéré. Du moins, un moment où tu te dis, j'ai vraiment beaucoup de chance d'être là. Et comment on fait quand on vit ces moments-là, qui sont des moments, comme tu viens de le dire, extraordinaires, donc pas courants quand même. Hein. Comment on fait pour débrancher? C'est-à-dire qu'on sort du casino, on va retourner à une vie qui est une vie normale. Comment on fait pour débrancher, pour se remettre dans la peau de Monsieur Tout-le-Monde? Parce qu'on a quand même... Je crois que c'est un travail depuis le début. Je veux dire, je pense que quand on rentre au casino, on se met dans un habit d'employé de jeu. Et quand on sort, voilà, et on le laisse au casino. Moi c'est vrai que je n'ai jamais discuté, très rarement, de ce qui se passait, ou alors avec des collègues, mais voilà. Parce que cette confidentialité, elle n'est pas obligatoire, mais elle est souhaitée quand même. Elle est souhaitée, et puis il faut se mettre... Moi, je me mets à la place du client, c'est sûr qu'il n'a pas envie qu'on sache qu'il a perdu autant, ou gagné d'ailleurs, hein, je veux dire. Mais ça fait partie du métier, je veux dire, c'est quelque chose, et je pense qu'il y a plein de métiers, comme policiers, qui sont docteurs, tout ça, il y a cette confidentialité qui est nécessaire, je pense. D'ailleurs, on a un souci avec les chiffres, qu'on a du mal à dire il a gagné tant, il a perdu tant, c'est pas non plus des choses qu'on a envie de raconter, quoi. Ah, exactement. Ça doit rester au casino, ça doit rester au casino, ça doit... Voilà, nous, on le sait, parce que on y était sur place, je veux dire, on l'a vécu, mais voilà, mais ça fait partie du métier. Ça, justement, c'est quelque chose qu'on doit apprendre aussi. Aux jeunes qui rentrent, arriver à faire comprendre qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire. Mais après, le casino de Monte-Carlo, c'est aussi toute une histoire, je veux dire. Ouais. Il y a une tradition. Il y a une tradition, il y a une culture, et moi j'ai été formé par des personnes vraiment extraordinaires et qui ont... Voilà, et c'est ça suite. Et je pense que les jeunes que j'ai formés là, déjà il y en a qui sont passés sous chef, donc ça prouve que je suis vraiment un peu aussi vieux, hein, que j'ai vieilli. Mais voilà, et ça continue, l'histoire continue, on se passe le relais, je veux dire. Il y a une fraternité entre les croupiers? Oui, je pense, oui. Je pense que vraiment... on a, du moins, je pense que tout le monde a conscience de la chance qu'il a de travailler déjà dans ce beau casino et puis de faire ce métier, je veux dire. Vous voyez des stars, vous voyez des personnes qu'on voit nulle part. Et on les voit dans un moment où eux, ils sont là pour prendre du plaisir. Donc ils sont pas en représentation, en fait. Exactement, voilà. Et je pense sincèrement que il faut qu'on ait... on a beaucoup de chance. Ouais. On a vraiment beaucoup de chance. Ouais. Et malgré tout, tu décides d'arrêter? Oui, parce que il y a eu le Covid. Le Covid, ça, je pense que ça... Le Covid pour les croupiers et le casino, c'était terrible quand même. Voilà, moi, je l'ai très mal vécu. On était sur une école de nouveaux rentrants, et donc de personnes qui rentraient dans les jeux. Il leur a manqué 15 jours pour les valider. C'était compliqué de dire à la direction, même si j'ai essayé, il faut les prendre. Je veux dire, c'est le travail qui a été fait par les professeurs, le travail qui a été fait par les élèves. Il y avait la crise, personne ne savait où on allait. Hein, je veux dire, le Covid, on ne savait pas combien on allait rester fermé, tout ça. Et puis quand on a repris, je me suis dit, tu as monté une belle équipe, tu as cette possibilité de partir. Puis j'avais le basket aussi qui m'appelait, je veux dire. Et je me suis dit, Eric, c'est peut-être le moment, 38 ans dans cette société, c'est peut-être le moment 38 ans. Ouais, 38 ans. Je me suis dit, c'est le moment de faire le pas. Et j'aurais pu partir à Noël, je suis allé jusqu'à fin mars parce que je voulais finir l'école qui était en cours. Et voilà, et puis... Mais moi, je ne me fais pas de soucis. Je sais que les jeunes, moi je dis jeunes parce qu'ils sont plus jeunes que moi, mais que j'ai mis en place, ils vont apporter leur contribution et apporter aussi leur petite touche personnelle qui va faire qu'on va évoluer encore. Tu y retournes par moment? Non. J'ai eu l'occasion, mais j'y vais pas. Voilà, je pense que... Après ça, je peux pas dire que ça me manque pas. Voilà.
parce que ça, c'était ma question. Voilà. Je suis sûre que quelque part au fond de toi, cette ambiance, ces odeurs, ces bruits, cette atmosphère, c'est sûr qu'il doit y avoir un truc qui te manque. Bah, c'est sûr que la roulette européenne, regarder une partie et tout ça, ça manque. Je l'ai fait pendant, pas 38 ans parce que j'ai pas été... Mais pas été 38 ans sur les tables. Mais... Je crois 29 ans, j'ai été à la roulette. Donc ça fait... voilà, ça me manque. Mais, ça fait quand même une grande partie de ta vie. Hein. Oui, ça fait une grande partie de ta vie. Mais vraiment, ça a été une belle partie de ma vie. Surtout. Ouais. Ça a vraiment été une belle partie. Et moi, je me suis éclaté, je veux dire. C'est une question qui peut-être va te... Mais on dit toujours que la difficulté pour un croupier, c'est de ne pas tomber dans le jeu. Le jeu, tu aimes ou pas ? Alors j'adore le jeu, mais par contre je joue rarement de l'argent. Ça m'arrive quand par exemple, c'est vrai que là on est allé à Londres, on va au casino, voilà. Oui. Mais on joue des sommes très modestes. Je veux dire, je me fais pas. Je pense que c'est aussi ça t'a pas piqué quoi ? Non, voilà, ça m'a pas piqué. Par contre, j'aime jouer à la belote avec mes enfants, ma femme. Voilà, on aime. Il faut gagner à la belote, hein, en revanche. Ouais, bon, il faut jouer. Ma femme, elle a une chance. C'est. C'est peut-être pour ça qu'elle a gagné au poker aussi. Ah, mais tout à fait. Je pense que c'est quelqu'un qui est né avec une belle étoile sur la tête. Elle est chef d'entreprise, ta femme ? Oui, chef d'entreprise, oui. Et elle est chef d'entreprise depuis le début ou elle est devenue... Parce que ça devait pas être simple chez les Léna, entre croupier, basket, les enfants... Il y a eu pas tout en même temps. C'est vrai que moi, ça va faire 35 ans qu'on est mariés. On s'est connus le jour en 6e. Donc voilà, ça, c'est sûr que ça fait. On s'est mariés, on avait 25 ans et les enfants, elle travaillait chez un expert comptable à Monaco. Elle a arrêté quand elle a eu les enfants. Et après, quand elle a repris, elle m'a dit, oui, je sais pas, j'ai fait ce que tu veux, mais pour moi, je te conseille de faire ce que tu sais faire. Et elle a monté son cabinet de conseil en entreprise. Et aujourd'hui, ça marche très, très bien. Ouais. Et donc, ça t'arrive, parce que finalement, à la maison, donc, elle travaille, tu ne travailles plus, même si tu restes le président du club et que ça doit beaucoup t'accaparer. Est-ce que ça change l'équilibre du couple ou pas ? Absolument pas. Moi, je pense qu'il y a toujours un équilibre. Ouais. Moi, je pense que l'homme dans un couple, il doit avoir le même rôle que la femme en réalité. C'est un travail en commun. Ouais. C'est un travail en commun. Il y a, alors voilà, c'est vrai que on a beaucoup de complicité. Moi, ça fait 35 ans qu'on est mariés. Et aujourd'hui, je pense que sa réussite et ma réussite, elle vient aussi de cette union. De cette union, parce qu'elle m'a soutenu, je l'ai soutenu. Et que ça soit à tous les moments, je veux dire. Malgré ça, elle travaillait de son côté, je travaillais du mien, mais on était, on s'est vraiment soutenus et je l'en remercie parce que c'est vrai que je pense pas que je serais arrivé là où ce que j'ai fait. Des fois, c'est grâce à elle que je l'ai fait parce qu'elle m'a toujours bien conseillé. Le jour où tu arrives et que j'imagine que tu lui as posé la question, tu lui dis, on me propose de me présenter aux élections nationales, qu'est-ce que t'en penses ? Elle a bien rigolé. C'est vrai ? Ouais, parce qu'elle s'était présentée en 2008. Elle n'avait pas été élue. Et c'est vrai que l'idée de créer Renaissance, c'était... d'abord... C'était un sacré pari, Eric. Hein. Ouais, mais bon, ça vient de Jean-Michel Rappert, qui est un ami et qui est quelqu'un de très intelligent. Et moi, je me souviens, il m'a dit « Ah, Eric, il faut qu'on boive un café et tout. » Il me dit... Voilà, je pense pas qu'aujourd'hui on est pris au sérieux comme étaient pris les anciens par le Conseil national. Si on se présente, on fait une liste SBM et que toutes les familles, on va faire plus de 10%, il y aura un élu. Alors à ce moment, j'ai rigolé, j'ai dit mais tu te rends compte ce que tu dis ? Et puis le lendemain, il réfléchit. Le lendemain, on s'est revus, j'ai dit j'ai bien réfléchi, je suis partant. Et on a commencé à créer. Après, il y a Étienne Rudzé qui est arrivé. Puis après, il y a tout le monde qui est arrivé. Et je pense que, comme me l'a dit un jour le ministre, M. Roger, à l'époque, m'a dit « Vous avez fait la plus belle campagne des 3 partis. » Et on a eu un élu. Bon, c'était vrai. Toi. Ouais, c'était moi. Mais c'est là où on était vraiment... ce qui m'a vraiment, moi, marqué, c'est cette capacité que les Monégasques ont eu de se regrouper. Parce qu'à l'époque, il y avait les jeux américains, les jeux européens, il y avait le baccarat. On ne se parlait pas, c'était très tendu. Et là, tout le monde a travaillé ensemble. Et je pense que la clé de la réussite, c'est qu'on ne s'est jamais posé la question
qui c'est qui allait sortir. S'il y en a un qui sort, qui c'est. Ah. Et T'as été surpris? Ouais, sincèrement, mais on était tous surpris. Parce que ça s'est joué à pas grand-chose. Hein, je veux dire, Jean-Michel est juste derrière moi. Oui, c'est ça. Voilà, on se tient à Monaco, tous. toujours en termes d'élection, Ouais. on est à des marges qui sont... Ça peut être parfois à une dizaine de voix près, quoi. Exactement. Et c'est vrai que quand j'ai été élu, à un moment, je me suis dit, mais on s'est jamais posé la question, qui c'est qui allait sortir? Et c'est là, je pense que c'est ce qui a fait, je pense, notre réussite. Qu'est-ce qu'elle dit, ton épouse, quand tu lui dis « Eh ben, c'est moi » C'était compliqué, là. Les 5 ans, je pense que c'est vrai parce que ça, c'est autre chose encore. C'est un autre engagement encore que du boulot ou du basket. Ouais. C'est encore autre chose. Ah, il y avait le basket, plus le casino, plus le Conseil national. C'est ça. Je pense que... Alors, je ne le regrette pas, hein, mais pendant 5 ans, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir une femme et des enfants qui ont compris que je n'allais pas être trop présent et qui ont fait le nécessaire pour compenser. Et voilà, il y a eu des moments très durs. En politique, moi, j'étais jeune, je connaissais rien, je débutais, j'étais seul. Oui, parce qu'en fait, tu es le seul élu de Renaissance, donc même si tu sièges avec des collègues conseillers nationaux, tu n'es pas de leur parti. Je ne suis pas de leur parti. Je suis, à l'époque, il y avait donc Nouvion qui était président du conseil. Je ne faisais pas partie de son clan. Il y avait... Jean-Louis Grinda. Jean-Louis Grinda avec Robillon et M. Pasquier, Bernard Pasquier. Voilà, qui me voyaient plus comme un ennemi qu'autre chose. Donc j'étais tout seul. Les 3 premières années ont été vraiment très dures. Très dur. Et je me disais, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Et puis après... Parce que t'as pas eu de commission, t'as pas été président de commission. Non, j'ai pas été président de commission, mais bon, c'était un peu normal, j'étais seul, donc voilà. Et après... ça s'est commencé à se mettre en marche, à commencer à comprendre comment ça fonctionnait. Et puis j'ai commencé à travailler dans mon coin. Puis je me suis... Bon, moi, je suis quelqu'un de facile, au contact, tout ça et tout. Et je commençais à avoir des amis un peu partout, là, aussi bien d'un côté que de l'autre. Après, c'est vrai qu'avec Jean-Louis... Oui, parce que on n'en a pas encore parlé, mais tu as une personnalité ultra sociable. Oui, certainement. C'est vrai que moi, je suis à l'aise. Tu vas au-devant des gens, voilà, tu parles facilement... Enfin, tu étais ultra sociable. Voilà. Et après, où j'ai vraiment apprécié, c'est les 2 dernières années, quand Christophe Steiner s'est retrouvé président. Bon, moi, j'avais ouvertement dit que je n'allais pas soutenir M. Nouvion, parce qu'on avait des idées complètement différentes et surtout une méthode de fonctionner complètement à l'opposé. Et là, ça a été vraiment... Christophe m'a remercié d'avoir voté pour lui déjà, et m'a dit, voilà, Eric, moi, qu'est-ce que tu souhaites faire? J'ai dit, mais moi, je souhaite juste travailler, qu'on respecte un peu mon travail. Et j'y ai parlé de la loi la proposition de loi sur l'interruption de grossesse. J'ai dit, j'aimerais quand même la déposer avant la fin de la mandature. Le travail de nuit, j'aimerais qu'on puisse avancer, tout ça et tout. Et Christophe a été extraordinaire parce qu'il m'a soutenu, il nous a travaillé, du moins, il nous a facilité le travail, en tout cas. Ouais. Est-ce que tu parlais de l'interruption volontaire de grossesse et du travail de nuit? C'est quand même 2 textes qui ont marqué cette mandature-là, même s'ils n'ont pas tous les 2 été votés pendant la mandature, c'est quand même cette mandature qui les a déposés. Tout à fait. À une époque, et ça paraît incroyable de dire ça parce que c'était en même temps, il y a un peu de temps et pas si longtemps, c'était à une époque où légiférer à Monaco sur le travail de nuit, c'était hallucinant. Et alors l'interruption volontaire de grossesse, alors n'en parlons pas, quoi. Ah, ça c'est sûr que c'était dur, l'interruption volontaire de grossesse. Mais moi, je m'étais engagé. Puis surtout, j'y crois. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, on est Monaco, je veux dire, on est un pays moderne. On va avoir un super hôpital. Et je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas être hypocrite. On peut avoir du moins dépendre un peu, avoir une religion d'État qui est contre. Mais il faut vivre, on est en 2024. Arrêtons l'hypocrisie. Moi, quand j'ai entendu une fois, si ma fille elle tombe enceinte, je l'emmène à Nice. Je veux dire, mais c'est ridicule. Je veux dire, c'est complètement ridicule. Assumons-nous, regardons les choses en face, et puis voilà, on n'est pas. Il faut s'assumer, je veux dire. Et le travail de nuit, je pense c'est un peu ma déception parce que, alors, j'espère que un jeune conseiller national, M. Palmaro, m'a dit qu'il allait le reprendre et m'a demandé si je voulais travailler avec lui, mais je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Et je pense qu'il y a vraiment un vide juridique là-dessus.
Sur le travail de nuit, hein, ouais. Et c'est bien, ça serait bien pour tout le monde, aussi bien pour les patrons que pour les employés, que pour le gouvernement, je pense aussi. Il faut structurer ça, mettre un cadre. Et c'est vrai que j'aimerais que ça avance un peu plus. Je veux dire qu'on aille un peu plus loin dans le travail de nuit. Ouais, ça veut dire que tu n'as pas quand même, alors malgré le fait que tu n'es pas réélu, ou que tu ne cherches pas à l'être d'ailleurs. J'ai soutenu Jean-Louis. Voilà, tu as soutenu Jean-Louis, mais tu t'y remets pas, comme on dit. Malgré tout ça, tu n'as pas complètement lâché l'envie de t'impliquer là-dedans, quoi. Non, mais bon, maintenant, je pense qu'il y a des jeunes. Moi, quand je vois le Conseil national qui est actuellement, je trouve qu'il y a vraiment... certains sont excellents. Ils sont excellents. Ouais. Une grande majorité, il y a vraiment... Alors, on ne peut pas aimer tout le monde, hein, je veux dire, c'est pour ça que je ne dis pas tout le... Ouais. Mais, je veux dire, moi, quand je vois les jeunes, Mathilde Leclerc, par exemple, c'est extraordinaire ce qu'elle fait. Je veux dire, elle s'implique vraiment dans le domaine du sport, parce que c'est ça... du moins, c'est sa commission. Je veux dire, je l'ai régulièrement au téléphone. Elle me demande où ça en est par rapport aux évolutions. Elle voit qu'on galère. Elle essaye de nous aider par tous les moyens. Et je vois aussi bien, il y a d'autres bouger. Je veux dire, et c'est bien. Je pense qu'il faut qu'aujourd'hui, il faut tout le monde comprenne qu'il faut qu'entre le gouvernement et le Conseil national, il y ait un équilibre. Et c'est que comme ça que Monaco va avancer. On ne peut pas avoir un gouvernement qui met la tête du Conseil national sous l'eau ou un Conseil national qui aboie tout le temps. On ne peut pas. Il faut arriver à trouver le bon équilibre et à travailler ensemble. Je veux dire, Monaco, c'est un pays qu'il faut continuer à développer. Je veux dire, il y a des jeunes qui arrivent derrière, il y a du monde. Et puis, on ne sera plus là, mais Monaco, c'est fait pour briller longtemps, j'espère, en tout cas le plus longtemps possible. Ouais, c'est sûr. Il y a des enjeux que tu viens de décrire, mais si tu devais évoquer les obstacles principaux de Monaco sur sa route, ce serait quoi selon toi? Parce que tu me dis il faut continuer à développer. C'est quoi les obstacles que tu vois? Moi, je pense que... Alors, vraiment, il y en a un qui me saute aux yeux, c'est... Et ça, on le ressent dans plein de domaines, le sport, par exemple. C'est que souvent, certains, quand ils arrivent à des postes clés, ils ne savent pas laisser leur place. Voilà, je veux dire, on ne peut pas rester 50 ans président d'une association. C'est incompatible pour moi, c'est incompatible. Aujourd'hui, moi, je le prends, ça fait 14 ans que je suis président du MBA. L'année dernière, tout le monde m'a dit, Eric, ne te fais pas de soucis, on va venir t'aider à travailler sur beaucoup de choses. Et j'ai délégué, alors que moi, j'aime bien avoir un œil sur tout. J'ai délégué. Oui, tu as un grand contrôle fric quand même. Hein. Voilà. Et par exemple, la personne à qui il m'a dit, bon, moi je m'occupe des équipements, ça a l'air simple les équipements. Mais ce qui a été fait l'année dernière sur les maillots, sur le truc, ça a été extraordinaire. J'ai dû même moi reconnaître que jamais j'aurais réussi à faire un truc comme ça. Et il a apporté vraiment quelque chose de moderne, quelque chose de beaucoup plus... avec une identité, tout ça. Et voilà, il faut laisser la place aux jeunes. Il y a de la qualité, il faut savoir laisser sa place. Ça veut dire que là, tu dis 14 ans président du MBA, ça veut dire que tu comptes les années? Moi, j'aimerais quand même, je voudrais quand même qu'il y ait quelqu'un qui arrive, je veux dire. Je ne me vois pas rester encore 3, 4, 5 ans, 10 ans. Non, je pense qu'à un moment, il faut... 3, 4, 5 ans, c'est pas très long, quand même. Allez, 3, 4, 5 ans. J'aimerais, sincèrement, mon rêve, c'est de les monter en Ligue féminine. Voilà. De dire, je suis parti en départemental par excellence, j'ai pris le club, on l'a créé. Sur le parking à Menton. Sur le parking à Menton, et on l'a monté jusqu'en Ligue féminine, je veux dire. Ça serait... Voilà, je pense que là, je me dis, t'as bien travaillé, voilà, tu peux laisser la place aux jeunes maintenant, et puis continuer, mais en retrait, je veux dire, voilà. Continuer en retrait, c'est compliqué. C'est parce que on a très peu parlé de ta façon de manager, que ce soit croupier, quand tu deviens formateur, que ce soit au sein de ton engagement politique, etc. Mais tu es quand même quelqu'un, on dit souvent, Eric, quand il a quelque chose à dire, il le dit. Ah, moi je suis cash, je veux dire... Je pense que c'est pas le ministre de l'Intérieur que j'adore, M. Célario, qui va dire le contraire. On a eu quelques explications... Des gravures, comme on dit. Voilà. Mais je pense que, d'ailleurs, un jour, il m'avait fait un compliment, il m'a dit « J'adore votre honnêteté ». Voilà.
vous êtes honnête, vous êtes. Ouais. Et je pense qu'il faut il faut qu'on dise les choses. Je veux dire, il faut qu'on défende ses idées et qu'on dise les choses sans haine, sans Ouais, arrogance, rien. Je veux dire, mais aujourd'hui, c'est vrai que on peut pas avancer en se cachant ou un truc comme ça. Je veux dire, moi, je suis quelqu'un d'entier. Alors, et quand j'ai quelque chose à dire, effectivement, je le dis à tout le monde. Et si tu regardes tes 38 ans de carrière et le jeune Eric Helena avec celui qu'il est devenu aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais faites différemment? Non, je pense pas. Je pense qu'à un moment, il faut prendre chaque période de sa vie avec son élan, je veux dire. Ouais. Et c'est vrai. Et puis après, on mûrit, on mûrit. Et je pense que c'est voilà, je pense que c'est vraiment au début, on manque d'expérience, on est un peu maladroit. Après, on devient un peu plus mûr, on devient. Non, je pense pas. Je pense que je pense que je referai tout pareil. Tu referais tout Ouais, pareil? voilà. Ouais. Mais c'est Y compris ta sortie? y compris ma sortie. Mais ma sortie, ça a été vraiment, je pense, réfléchi. Ouais. Je me suis pas levé un matin en disant allez, bon, j'arrête. Parce que tu parles du Covid, qui a été un moment très difficile pour les croupiers, mais pour le président du MBA, ça a dû être dur aussi, le Covid, non? Ah, ça a été, puis surtout, alors parce que c'est pas spécifiquement pour le président du MBA, mais nous, on n'est pas grand, Monaco, il n'y a Ouais, c'est pas tout petit. un Ouais. réservoir de joueuses, par exemple, comme on a à Nice. À Nice, Mm. ils ont des fois 4-5 équipes de U15 ou de U18. Ils perdent 15 ou 20 gamines, ben, il leur en reste 3. Ben, Mm. nous, non, nous, on y est 10, 11, 12, 13. On en perd 5, c'est fini, il n'y a plus il y a plus d'équipe. Et puis l'équipe, ouais. Donc, ça a été très dur de relancer. Et même maintenant, alors c'est plus, on a relancé, mais maintenant on s'aperçoit c'est les lacunes. Il n'y a pas eu cette formation, il n'y a pas eu pendant ces 2 ans. Il y a eu un trou, quoi. Exactement. Je veux dire, aujourd'hui, on s'aperçoit que des U18 n'arrivent pas à faire encore un double pas, tout simplement parce qu'on leur a pas appris, et ces 2 ans. Ils n'ont pas fait leur gamme, quoi. C'est ça que tu dis. Exactement, voilà. Et mais on continue, et puis voilà, il faut continuer à travailler, faire confiance au coach, et on avance, et puis voilà. Et toi, quand le président français, puis le prince souverain annoncent le confinement, qu'est-ce que tu te dis? Sérieusement, je me posais la question si je rêvais pas. Je veux dire, moi, je me souviens quand M. Biamonti nous a réunis. Ah oui, c'est vrai que le président Biamonti, à l'époque, vous rassemble, ouais. Voilà, et il avait rassemblé les directeurs, tout ça, à se demander, mais il dit, voilà, on ferme le casino demain. Ouais, et on ne sait pas quand c'est qu'on va le rouvrir, mais je me suis dit, de quoi on parle là? Puis moi, je pensais encore à mon école qui était là. Il faut le dire aux gens qui nous écoutent et qui ne le savent pas, le casino ne ferme jamais. 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 Même le jour où... Même le 31 décembre, même le 1er, même le 25 décembre, il ne ferme jamais. Même le jour du décès du prince Régnier, le casino est resté ouvert. C'est dur à comprendre, Non, c'est... Mais c'est sûr que voilà, je pense que ce jour-là, il y avait moi j'aurais fermé, mais bon. Non, mais voilà, c'était très important pour nous et pour les Monégasques. Je veux dire, le prince, c'est le prince, je veux dire. Et mais non, c'est voilà. Mais après puis après, on est vraiment. Moi, je suis monté. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une maison dans la RPI. Je suis monté dans ma maison et j'attendais. Alors, de temps en temps, j'avais des coups de téléphone. On me disait oui, on faisait des réunions par visio, ouais. par visio, comme ça et tout. Et mais c'est sûr que voilà, il manquait l'atmosphère, il manquait tout ce truc. Et puis on s'est dit qu'est-ce qu'on va devenir? Je veux dire, comment on va reprendre, comment on va le retrouver, ce casino? Et puis c'était un moment de doute vraiment. Et c'est là où je me suis dit, c'est peut-être quand ça a repris, qu'on a bien relancé, je me suis dit, voilà, tu as monté une équipe, tu peux leur faire confiance, ils ont toutes les compétences et les qualités pour faire avancer ça. Et puis j'ai pris la décision, j'ai dit, allez, 38 ans, c'est peut-être le moment d'arrêter. Bon, ça veut dire que quand même, le Covid n'a pas eu... Enfin, cette période, et si je te pose la question, c'est qu'il y a beaucoup de gens à ta place qui auraient dit, on s'en remettra pas, quoi. Notamment quand tu dis, on perd 5, 6, 7 joueuses par catégorie, les croupiers restent à la maison, on peut pas finir l'école, etc. Donc ça veut dire que tu es plutôt
T'es plutôt d'un naturel optimiste. Optimiste et puis honnête, par exemple. Tous les clubs, il y a 2 clubs en France qui ont continué à payer leurs joueuses. Parce que moi, mes joueuses à l'époque, c'était pas des joueuses professionnelles, c'était des joueuses qui venaient mais qui gagnaient pas énormément. Mais beaucoup étaient étudiantes, beaucoup avaient besoin de cet argent pour vivre. Et moi, je me souviens, on avait fait une réunion par téléphone et j'ai dit, j'ai le budget, je mettrai de l'argent perso s'il faut, mais je veux que pendant cette période-là, mes joueuses continuent parce que sinon, comment elles vont manger? Je veux dire, les salaires, c'était des salaires très bas, je veux dire, c'est 800, 900, 1000 euros, hein, je veux dire, pas plus. Et moi, j'ai donc, et un jour, il y a un dirigeant de la Fédé qui m'a dit, mais vous êtes 2 clubs en France à avoir payé vos joueuses pendant le Covid. Des clubs du championnat. Alors qu'elles ne jouaient pas, elles ne s'entraînaient pas, mais j'ai continué à les payer parce que je trouvais que voilà, c'était injuste. Et puis, il y avait moi, je les respecte énormément, elles me respectent, et je trouvais que c'était injuste. Oui, bien sûr. Il y a eu cette forme d'injustice qui s'est installée dans la société. C'est que quand on dit on ferme, on arrête, on coupe, tout ça, on se rend pas compte des conséquences que ça a sur la personne, sur l'individu. C'est-à-dire qu'il y a comme tu dis, il y a des individus, même 800 € par mois pour eux, sans ça, c'est pas possible, quoi. Donc s'il n'y a plus l'activité qui va avec, comment on fait pour faire vivre ces gens? Exactement. Il faut avoir... il faut pas être égoïste déjà, et puis surtout, il faut savoir regarder ce qui se passe à côté, je veux dire. Et aujourd'hui, on a conscience. Moi, j'ai été hier à Mougins, et à un moment, dans la rue, je me vois une dame assise par terre en train de mendier, mais c'était pas une dame... c'est une dame de 50 ans, habillée, propre et tout. Je suis allé lui donner quelque chose, mais je me suis dit, mais aujourd'hui, on vit dans un monde, ça fait peur. Ça fait peur, nous, à Monaco. Qui a beaucoup changé, ouais. Et puis surtout, il faut avoir conscience que nous, à Monaco, on est des privilégiés, je veux dire. Ouais. On a réussi à se réaliser, à avoir des carrières, à gagner de l'argent, je veux dire. Et c'est pas tout le monde, pas tout le monde. Non, c'est sûr, hein, c'est pas tout le monde, mais peut-être que ça a un rapport avec la taille. Bon, on revient 2 minutes sur ton engagement en tant que conseiller national. Quand tu as siégé, tu faisais partie des principistes traditionnels, hein, c'est-à-dire ceux qui pensaient que les institutions monégasques sont solides et qu'elles peuvent relever les défis du temps, quoi. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, je pense qu'à un moment, si on rentre là-haut et qu'on n'a pas cette optique-là, je pense que ça peut poser beaucoup de problèmes, je veux dire. Voilà. Moi, c'est certainement pas facile. Moi, le jour où... Alors, c'est un peu personnel, mais le jour où le prince Régnier est mort, j'ai pleuré, je veux dire. J'ai vécu ça comme si je perdais quelqu'un de ma famille. Oui, c'est quelque chose... C'est la famille monégasque avec un grand F. Hein. Exactement. Et puis, je pense que, c'est sûr, à l'époque, j'ai 60 ans, 61, bientôt 62, on était 3000, on se connaissait tous. Là, on est 10 000, on se connaît moins. Mais je pense que même entre les anciennes familles monégasques, on a cette... malheureusement, on a perdu un de nos dirigeants qui était un vieux monégasque, qui était José Choubagnan, qui était mon ami, hein, je veux dire. Quand je suis allé à l'enterrement... on a perdu un dirigeant, c'est Wembea. Hein. Wembea. Et à l'enterrement, il y avait tout la roque. Comme on dit, il y avait tout la roque. Et c'est vrai que j'ai revu plein de gens que je n'avais plus vu depuis longtemps. Et cette identité pro-monégasque, on va dire, vraiment, moi, c'est dans le cœur, je veux dire. Je l'aurais gravé dans mon cœur toute ma vie, je veux dire. C'est étonnant d'ailleurs parce que tu parles de cette identité pro-monégasque et en même temps, on ne sent pas chez toi cette envie de marquer la différence entre les monégasques et les autres. Je pense que non. Voilà. Je pense que... Non, c'est vrai. C'est vrai que j'ai jamais... Moi, j'ai jamais dit à quelqu'un je suis monégasque. Voilà, on ne le sent pas chez toi. Tu le revendiques pas, en tout cas. Mais je le revendique pas, mais en tout cas, je sais, moi, la chance que j'ai de l'être. Voilà. Ouais. Et ce que ça m'a apporté, hein, je veux dire, moi, j'ai fait ma carrière, comme je dis, j'ai démarré à nettoyage de salon, j'ai fini directeur d'information. Ce que j'ai oublié de rajouter, j'ai aucun diplôme. À 18 ans, c'est ça, tu passes ton bac, je crois. Même pas. Me suis arrêté avant, je voulais travailler. À l'époque, j'avais une copine, je vivais chez elle, il fallait de l'argent. J'ai dit à ma mère, je suis arrivé, j'ai dit, maman, j'arrête l'école, je vais travailler, je veux gagner mon argent.
Elle m'a dit, je te laisse 1 semaine pour trouver du travail, sinon tu retournes à l'école. J'ai trouvé du travail le lendemain et j'ai jamais arrêté de travailler. Et, mais c'est parce que je voulais, je voulais vraiment me vivre et me réaliser. Tu voulais te réaliser, ouais. Et, et je pense que c'est vraiment aussi ce qui m'a... Moi, j'ai toujours travaillé et des fois, j'avais même 2 travails. Je travaillais le week-end. En plus, et voilà. Bon, tu es toujours comme ça, hein, parce que là, tu travailles plus, mais tu es quand même président d'un club, tu es encore plus ou moins connecté avec tous ceux qui font les lois à Monaco. Tu n'as pas arrêté complètement. Hein. Non, j'ai pas arrêté. Et on a parlé d'une période où il y avait le Conseil national, le basket et le boulot. Hein. Ah ouais, là, ça c'était... C'était plus que 2 jobs, là. Hein. Ah ouais, là, je pense que, je travaillais à mi-temps, comme il disait Coluche, 12 heures par jour. Parce qu'il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est ton frère. Parce que tu as un frère qui fait une grande partie de la carrière et donc des titres de Sébastien Loeb en rallye. Ben, mon frère... Ton frère, c'est Daniel. Oui, Daniel, bien sûr. Hein. Et ça a été une surprise, parce que c'est vrai que Daniel, quand il était jeune, c'était vraiment quelqu'un de turbulent, qui faisait beaucoup de bêtises. Il est un peu resté quand même. Hein. Oui, non, voilà. Et qui aussi a son franc-parler, hein, je veux dire. Ouais, lui aussi, il dit ce qu'il pense. Hein. Mais l'air de rien, il a raison. Je veux dire, quand on regarde ce qui est arrivé à Sébastien Loeb, là, ces 2 derniers jours, il arrive, et les batteries ne sont pas chargées, que les pneus sont crevés, il n'y a pas de cric dans la voiture. Voilà. Enfin, c'est incroyable. Je veux dire, donc, quand il s'est permis de critiquer ProDrive, et bon, moi, il m'avait un peu expliqué un peu plus, il m'a dit, mais c'est pas des pros. C'est pas des pros. Il m'a dit, moi j'arrive, je m'assois, je lui dis, je veux ça, je le veux là, ça. Il m'a dit, la fois d'après, j'arrive, ils n'ont rien changé. Et quand je leur dis, pourquoi vous avez rien changé? Non, parce qu'on a décidé que c'est comme ça. Il m'a dit, mais c'est pas eux qui sont dans la voiture en spécial. Tout ça, donc voilà. Mais sinon, pour... Vous avez beaucoup d'écart avec Daniel? 10 ans. 10 ans après... c'est ton petit frère, quoi. Ouais, c'est mon petit frère. C'est, en plus, c'est mon demi-frère, en réalité. Parce que on n'a pas la même maman. Question, ouais. Et donc, sa maman est espagnole. Donc, c'est vrai que partir quand j'avais 20, 21 ans, c'est avec Martine, ma femme, déjà. C'est là où on s'occupait de lui au niveau scolaire. Souvent, on s'est occupé. Mais je vais quand même partager quelque chose parce que c'est vraiment exceptionnel. Puis c'est d'actualité parce que ça va arriver. Moi, je me souviens, il avait 12 ans, je l'avais emmené à la nuit du Turini. Et on était descendu, dès que la spéciale était passée, on était descendu vite à Monaco pour les voir arriver. Et c'était Harry Vatanen qui avait gagné avec la Peugeot 205 Turbo 16. Et il était monté sur le toit de la voiture. Et Harry Vatanen ne boit pas de champagne, il boit du lait. Et un jour, mon frère il m'a dit, tu vois, un jour, c'est moi qui serai sur le toit. C'est vrai. Et il est arrivé sur le toit. Et 12 ans après, c'est lui qui était sur le toit. Il a combien de titres? 9 fois champion du monde. 9 fois champion. Ouais, il a la grosse tête. Il a la grosse tête. Je ne sais pas, mais comment on fait dans une famille dont tu disais qu'elle est très simple et que vous avez des valeurs qui sont des valeurs très stables. Comment on fait pour gérer ce genre de parcours? Parce que Daniel, il passe de l'ombre à la lumière assez vite quand même. Hein. Ah oui, c'est sûr. Après, il le mérite. Hein, parce qu'il a... Ah oui, non, c'est pas la question. Voilà. Hein. Mais comment on fait au sein de la famille quand on passe de 0 à 100 presque aussi vite qu'une voiture de rallye, en fait. Hein. En réalité, on ne s'en est même pas aperçu. C'est vrai. Ça allait tellement vite. Après, il a pris des décisions que pas grand monde était capable de prendre. Je veux dire, le jour où il m'annonce qu'il laisse tout tomber à Monaco et qu'il va vivre en Alsace sur le canapé, 1 an sur le canapé de Sébastien, parce qu'il se lance là-dedans et qu'il croit durement... qu'ils vont gagner. Voilà, qu'ils vont gagner. Hein. Moi... la première fois, je vais raconter juste une autre anecdote, c'est que la première fois où il a fait le premier essai avec Sébastien à droite, 2-3 jours après, on va courir. Et à un moment, j'ai dit, au fait, comment ça s'est passé? Il m'a dit, c'est très simple, Eric. En France, il y a eu Ranauti, Fréclair, Auriol et Jura Loeb. Voilà, il ne s'était pas trompé. Il ne s'était pas trompé. Même au-dessus, parce que, il les a tous... il les a tous battus très largement. Très largement, voilà. Et non, Daniel, c'est certes une grande gueule, comme on dit, mais ce qu'il a, ça y est pas tombé comme ça. Il est allé le chercher. Ouais. Voilà. Bon, et alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Si tu avais une baguette magique, là, qu'est-ce que tu voudrais? Alors, à part un parquet, à part une salle avec un parquet. Alors, je pense qu'on n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'il y a eu un souhait du
serein, hein, parce qu'il n'y a pas de secret, c'est qu'il y a cette union entre l'ASM Basket et le le MBA. Alors, on est en négociation, c'est très compliqué parce qu'on a vraiment deux visions différentes. Aujourd'hui, j'aimerais bien que ça avance, que tout le monde, ça soit équitable pour tout le monde, qu'on parte vraiment sur de nouvelles bases et que on puisse, ça soit pas plus des problèmes de personnes, ça soit vraiment un problème où on se dit. Tu crois que c'est possible de dépasser les problèmes de personnes? Possible, c'est toujours possible. Pas spécialement dans ce contexte-là. Je te parle en général. Quand un antagonisme ou quand une différence naît entre deux personnes, comment on arrive à la résorber, quoi? C'est possible ou pas? Tu penses que c'est possible? Je pense, sincèrement, non. Je pense qu'il y a toujours quelque chose. Il reste toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose qui reste. Maintenant, moi, je l'ai déjà dit au ministre, si le problème, il s'appelle Eric Helena, j'ai dit, moi, vous avez ma démission de suite, je veux dire. Mais si tu veux dire si le problème est Eric Helena, si c'est Eric Helena et sa personnalité qui empêchent la fusion, c'est ça que tu veux dire? Exactement. Moi, je me mets en retrait. Moi, j'ai vraiment envie, un jour, que le basket, et surtout le basket féminin, soit en Ligue féminine. Je veux dire, c'est ça. Que Monaco fasse partie comme le SCAFé, l'Eurocateam, c'est extraordinaire. Je veux dire, moi, j'ai connu il y a 15 ans, j'allais voir des matchs de National 2. On devait être 300 dans la salle, même pas. Hein. Mais même pas. Je me souviens une fois, on reçoit Foss. Il y a eu plus de supporters de Foss que nous. Je me suis dit, c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Et aujourd'hui, je pense que il faut arriver justement à passer au-dessus et trouver. Mais on est en train de trouver un petit compromis. Il faut que chacun mette de la bonne volonté. La politique du pas vers l'autre, tu connais, toi. Exactement. Mais c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de rancune, beaucoup de jalousie. La réussite du MBA qui a été aussi on est monté très vite, importante. Ça a pas fait plaisir à tout le monde, hein, je veux dire. Et c'est dommage d'ailleurs parce que dans MBA il y a Monaco. Hein. Exactement. Et puis surtout, ça serait fabuleux que on continue avec AS Monaco, je veux dire ASM, et qu'on continue à monter à Bercy, continue à gagner des titres et se développer, je veux dire. Bercy, c'est magique. Hein. Tu y étais l'année dernière. Hein, je veux dire. Oui, c'est pas moi qui vais te dire le contraire. Effectivement, Eh bien, écoute, Eric, moi, j'espère qu'on y arrivera. J'espère être là pour voir, parce que tu le sais, on l'a dit au début, je te le dis à la fin. Moi, le basket féminin, ça reste... ça reste mon histoire de vie aussi. Hein, donc, basket et surtout féminin. Donc, moi, j'espère que ce sera possible. J'espère qu'on sera là pour en parler, toi et moi. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir reçu. Et c'était vraiment un plaisir de t'avoir. Merci beaucoup. Merci Eric, merci.